Bonjour à tous et à toutes. C'est avec grand plaisir que nous vous ouvrons aujourd'hui un nouveau cycle des leçons du mardi. Ces leçons du mardi, elles sont organisées chaque semaine quasiment depuis que l'école existe et elles constituent désormais un rendez-vous incontournable de notre établissement de l'école d'architecture des Paris-Est où nous nous trouvons actuellement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc quasiment 30 ans après sa création, on réfléchit collectivement à l'avenir de l'école et à ses positionnements dans un monde qui est toujours plus incertain. Et il me paraissait du coup intéressant de rappeler, comme Luc Baboulem le soulignait il y a peu, l'origine de ces leçons du mardi. L'ambition de ces leçons du mardi, c'était de ménager, ou en tout cas de réserver dans vos emplois du temps d'étudiants en architecture, un temps pour accueillir d'autres voix qui viennent d'autres disciplines et d'autres pratiques. Et ces interventions, elles visent à élargir le regard porté sur l'architecture et le relier aux grands débats, aux préoccupations qui traversent notre société. Et c'est dans cette lignée que le cycle de conférences About Authorships and Collaborations que nous proposons avec Philippe van der Maren ce semestre organise, plutôt que des conférences individuelles, une série de dialogues et de discussions interdisciplinaires entre des architectes et des photographes, des ingénieurs, des historiens et historiennes, des artistes, des éditeurs et éditrices, des designers. Ces discussions, elles cherchent à explorer comment la figure de l'architecte, maître et auteur unique de son projet, peut être déplacée au profit d'une pratique architecturale partagée, hybride, collective et inventive. Comment, dans le climat d'incertitude dans lequel nous nous trouvons, la fabrique du projet et nos manières d'habiter ce monde peuvent et doivent, à notre avis, être transformées en profondeur. Je voudrais à ce sujet remercier l'administration qui a rendu possible cette organisation de conférences sous forme de dialogue. Il me semble que c'est un cadre idéal pour échanger, débattre et partager des idées et qu'on vous encourage, vous, étudiants et étudiantes, à y prendre part à la fin de la conférence et même à la suite. Donc, pour cette première conférence, les suivantes sont affichées sur cet écran. On vous invite à prendre note. Mais pour cette première, on est très ravis de réunir autour de la table. Tout d'abord, Philippe Dujardin. Philippe est photographe, artiste, historien d'art et d'architecture, actuellement installé à Gand. Si vous ne connaissez pas encore son travail, il est très connu pour ses collages, photomontages et bricolages numériques qui nous plongent dans d'impossibles réalités. Mais ce qui l'amène aujourd'hui à discuter avec nous, c'est son travail de photographe d'architecture, qui, il me semble, est une pratique indissociable de sa démarche artistique. Et il aura le plaisir d'échanger avec l'agence Agua, représentée ici par Harold Fallon, Benoît van den Bulck et Hélène Jousse, qui nous ont fait le privilège et plaisir, non pas seulement d'arriver pour faire une conférence, mais d'emporter avec eux l'exposition Disposition, aujourd'hui installée pour quelques semaines dans le hall de l'école. Pour décrire quelques mots et pas prendre trop de temps sur la conférence, depuis sa création en 2003 et à travers de nombreux projets, essentiellement pour le domaine public, l'agence Agua apporte une grande importance à la genèse, au processus de projet et aux outils développés au sein de l'agence, plutôt qu'à l'objet architectural achevé. Leur approche articule en permanence pratique et théorie, notamment à travers leurs travaux d'édition et leurs recherches menées au groupe interuniversitaire Architecture in Practice. Si je ne dis pas de bêtises, mais ils auront l'occasion de le préciser, la rencontre d'Agua et Philippe Dujardin date d'une quinzaine d'années sur un projet de reconversion d'atelier de pneus en école du soir, salle sportive et logement. Depuis, leurs collaborations se sont multipliées, notamment pour la rénovation du palais des expositions de Charleroi. Et donc, lors de cette conférence, à travers plusieurs projets, ce sera l'occasion pour eux de partager leur démarche, de nous raconter comment un site s'observe, s'apprécie, se transforme, s'interprète et se raconte grâce à la richesse de regards croisés. Et je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. Tout d'abord, on est très heureux d'être ici avec Philippe pour discuter avec vous de cette question d'autorship et de collaboration. On est aussi très content de présenter une déclinaison de l'exposition Dispositions. Je voudrais évidemment commencer par les remerciements, toutes les personnes qui ont rendu possible ces deux événements. Il y a un souci de trop fort ?
Si tu me dis sur quel bouton je dois pousser, je peux le faire. Donc je continue les remerciements, c'est indépendant de la lumière. On voudrait vraiment remercier l'école Paris-Est et toutes ces équipes qui nous ont accueillis et aidés à monter l'exposition. Philippe Vandermar et Anne Keplal pour l'invitation dans ce cycle de conférences. A+ et Beaux-Arts qui sont à l'initiative de l'exposition, vous l'avez déjà bien compris. Mais aussi et surtout toute l'équipe de notre agence qui rend possible tous les projets que vous allez voir aujourd'hui et qui sont exposés. Aujourd'hui, la figure de l'architecte-auteur, incarnée par une seule personne, ne reflète plus la réalité de notre travail. AGWA, le nom de notre agence, n'est donc pas la somme des lettres des noms des associés. Il laisse imaginer différentes significations et il fait souvent l'objet de suppositions et peut-être des questions à la fin de cette conférence. Il nous permet un travail collectif où l'incarnation de l'auteur est multiple. C'est aussi la multiplicité de sens dans l'architecture qui nous intéresse. Dispositions, en anglais, qui est le titre de l'exposition, a plusieurs significations qui résonnent dans notre pratique. En premier, disposition, c'est un acte, prendre des dispositions, agir en vue d'un résultat. Il s'agit pour nous d'une stratégie et pas d'une théorie, mais prendre des dispositions, c'est aussi prendre soin de quelque chose. En second, disposer, c'est arranger, et l'architecture, c'est arranger les choses dans l'espace. Il s'agit de mécanique, de géométrie, d'articulation, et le plan en est souvent le vecteur principal. Enfin, l'architecture est question de disposition en tant que mise à disposition. Des espaces sont donnés à l'usage. L'architecture doit s'accommoder de l'usure et de l'appropriation. Dans son travail de photographe et quand il travaille avec nous sur des maquettes de projets, mais surtout dans la réalité construite des bâtiments que nous réalisons, Philippe Dujardin s'approprie les lieux, les transcende, les transforme. Nous sommes d'ailleurs souvent surpris en regardant ces photos. Nous découvrons les espaces autrement à travers son regard. Il crée de nouvelles lectures qui peuvent devenir des outils pour développer le projet lorsque nous sommes en phase de chantier et qu'il en réalise le suivi, comme pour le projet du Palais des Expositions de Charleroi, dont on va vous parler en long et en large aujourd'hui. C'est à toi. Bonjour, je vais essayer de m'exprimer en français. Je n'ai pas l'habitude de parler français, mais j'espère que tu me comprends. Dans toutes les séries que je vais montrer, ce sont tous des photos d'architecture de 3 projets de AGWA, mais j'ai mis aussi des travaux artistiques de ma propre piste artistique qui ont un lien avec l'attitude de l'architecte et j'ai utilisé aussi la même attitude dans mes photos artistiques. Et pour commencer, je vais montrer les 2 photos ici de Chapex. En fait, c'est une photo de l'expo à Beaux-Arts, une photo que j'ai prise. Et devant la photo, il y a une petite maquette qui est aussi montrée ici. Et c'est marrant que les 2 réalités, la maquette et la photo, c'est intéressant de voir que tu vois les 2 réalités. Et ça m'a inspiré un peu avant que j'ai photographié le projet dans ma propre pratique de photographie. Je fais des collages, mais je fais aussi des installations spatiales. Ici, tu vois une photo d'une colonne qui est bâtie sur un escalier dans un musée en Belgique. Et je pense que c'est presque la même chose, la même mécanique qui est présente dans Chapex. Parce que dans certains nœuds dans le bâtiment, les colonnes il y a toutes sortes de colonnes. Il y a des colonnes qui portent presque soi-même. Il y a des colonnes qui renforcent autres colonnes. Il y a des colonnes coupées, démontées, et ça m'a inspiré. Pour moi, c'est très intéressant comme jeu architectural, et c'est aussi présent dans ma propre pratique artistique. Ici, tu vois aussi 2 sculptures que j'ai faites pour une expo en Tchéquie, où tu vois plusieurs sortes de colonnes qui sont superimposées ou accumulées l'un sur l'autre. Voilà. Et pendant la conférence, je vais
montrer plusieurs photos artistiques qui donnent un commentaire sur les photos des projets d'architectural. Voilà. Tu peux garder le micro, je crois. Dans notre pratique, nous sommes aussi constamment confrontés à des situations existantes, à des structures mal placées, à des espaces qui ne sont pas adaptés. Les sites, leur cadre unique, mais aussi les bâtiments sur lesquels nous travaillons possèdent leur propre logique. Ils incarnent déjà une partie de l'authorship que nous allons ensuite partager avec lui dans le projet. Nous n'abordons pas le projet à travers des idéaux absolus ou des approches préétablies. Les grands principes formels sont souvent secondaires. Les idées existent que si elles sont engagées avec la matière et les espaces présents. Le travail dans l'existant remet en question le caractère idéal, original ou définitif des projets. Il interroge la question de l'auteur. Dans de nombreux cas, ces structures ont déjà fait l'objet d'adaptations et de transformations avant notre intervention, et après, des changements et des adaptations se produiront encore. Reconnaître le projet comme faisant partie de ce continuum le libère de son caractère figé. On va vous présenter 3 projets aujourd'hui qui sont très différents par leur contexte, leur échelle et leur programme. Et le tout premier projet que je vais vous présenter est le projet Métal, qui est représenté dans l'exposition en bas par la maquette bleue qui est située tout au fond. C'est juste en fait un clin d'œil, donc je ne vais pas m'y attarder, mais c'est le premier projet d'Agua qui a été photographié par Philippe. Anne le disait tout à l'heure, c'est un projet de transformation d'un atelier de montage de pneus avec des structures existantes très présentes. Et cet existant vient s'adapter à des nouveaux usages qui sont une salle de sport, des logements et une école de devoirs. Et en fait, nos interventions reflètent et réinterprètent ces grands portiques du garage. Et on le voit ici sur cette photo. Il y a une nouvelle structure qui forme une béquille pour l'escalier qui mène au premier étage. On a un ajout et un mélange d'éléments nouveaux et existants, et ça produit une esthétique assez particulière qui est ouverte à l'appropriation par les futurs utilisateurs ou utilisatrices du projet. Et ce qui est particulier pour ce projet-ci, c'est qu'il y avait eu beaucoup de réflexions par rapport à cet espace qui est la salle de sport, sur la manière de réaliser les murs, sur la question du choix de la couleur, du blanc, de comment réaliser tout ça. Et c'était devenu, ça avait pris beaucoup de place pendant le chantier. Et donc ceci, c'est une photo qui a été prise à la fin du chantier par Marie-Françoise Plissard, qui est une autre photographe d'architecture. Et puis quelques mois plus tard, Philippe est repassé en prendre d'autres. Et là, tout était recouvert. Ils ont mis des matelas, donc les gens qui s'occupent de cette salle de sport sont venus habiller ces murs de matelas, ont mis aussi des matelas au sol, et il y a tous des éléments d'équipement sportif qui se sont mis au mur. Et en fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Et donc, comme le disait Benoît tout à l'heure, le travail dans l'existant remet en question un peu le caractère idéal et figé des projets, ou définitif. Dans de nombreux cas, les structures ont déjà fait l'objet d'adaptations et de transformations dans le passé, et puis ce sera le cas par les futurs utilisateurs et utilisatrices, ou bien par d'autres architectes dans 10, 15, 50 ou 100 ans dans le futur. Philippe, toi tu ne dis rien sur Métal, hein. Même pas l'horreur qu'il a eu à tout devoir ranger. Non, c'était si longtemps que j'ai photographié le projet. Mais en effet, c'était le premier projet que j'ai photographié. Pas sur commande de Agua, mais sur commande de A+, je pense, le magazine belge, je pense, non? Ça n'a aucun... non, mais je veux juste dire que l'attitude des architectes est déjà
présent dans ce projet est plus fort que dans l'autre projet qu'on va voir. Oui. En tout cas, c'était des découvertes. On va démarrer le projet dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, qui est celui qu'on appelle nous Chapex, qui en fait était le code initial, qui est le palais des expositions de Charleroi, et que la ville appelle maintenant le Grand Palais. Je pense que c'est une affaire parisienne, le Grand Palais. Mais ça, c'est la Belgique. Alors, construit dans les années, en fait, entre 48 et 53 environ, en seulement 5 ans, le Palais des Expositions formait un géant à la frontière entre le centre-ville de Charleroi et sa périphérie, marquée par l'industrie. En 2015, la question était que faire de ce site gigantesque. La chute de l'industrie de la ville de Charleroi, un immeuble immense à une situation particulière, un budget correspondant à environ 1/3 de ce qui était nécessaire. Comment agir par rapport à ce genre de bâtiment? La demande était de démolir le bâtiment central intégralement et d'y placer un élément contemporain. Cette maquette reflète les ambitions du projet. C'est d'ailleurs la première collaboration que nous avons eue avec Philippe sur ce projet-là. Donc ça veut dire que dès le début du projet, en fait, il y a déjà une sorte d'interaction qui est apparue. 2 maquettes. Il s'agit de maintenir dans le projet au maximum les structures, tout en ouvrant l'espace central sous les transitions urbaines et de réorganiser et de réduire le programme, tout en l'ouvrant sur des usages à venir. Cette deuxième maquette est en fait a évolué au cours de toute l'évolution du projet jusqu'en fin de phase d'exécution, avant le chantier. Donc c'est en fait devenu quelque chose de très précis par rapport à ce que le projet allait devenir. On remarque dans cette image que le traitement était prévu tout en blanc. Cela est lié au fait qu'à l'époque, on n'avait pas le budget nécessaire pour faire tout ce traitement de peindre, mais en plus le système pour protéger le béton contre la carbonatation n'existait qu'en blanc. Donc on n'avait pas de choix par rapport à ça. En 2019, nous avons demandé à Philippe de nous accompagner dans le projet du début jusqu'à la fin du chantier. Il est venu plus de 10 fois, je crois, 11 fois. Ici, c'est le démarrage, pour être précis. Ici, c'est le démarrage du vrai chantier. On voit que les choses ont très peu changé par rapport à la photo initiale, à part l'ambiance, on peut dire. C'est un énorme bâtiment en marge de la ville et tout près du centre. On voit qu'il y a des trams et des trains qui passent juste à côté, qu'on va revoir 2-3 fois. Une impénétrabilité monumentale est également mentionnée par Philippe au travers des photos. C'est des choses qu'on découvre au travers de ces photos qui impliquent un regard. On voit des espaces assez spectaculaires. On voit que Philippe est intéressé par les couleurs très originales appliquées au fil du temps. Regardez le plaisir photographique. Par exemple, on voit tout à fait au fond à droite de la photo une petite grue jaune. Oui. Donc il y a dans le regard aussi une sorte de plaisir par rapport à cette question de la couleur. Dis-moi si je dis des bêtises. Hein. Un grand classicisme aussi. Des halls immenses. Et toutes ces couleurs très étonnantes dans le langage actuel, on peut dire, dans le langage contemporain qu'on connaissait à cette époque-là. En réalité, avec le budget, nous avions prévu de ne rien repeindre, faute de budget, mais si oui, en fait, tout aurait été en blanc, le seul produit anticarbonatation existant à cette époque-là. Aussi, Philippe prenait des photos de choses qui seraient menées à être couvertes, à disparaître, mais avec une sorte de magie en même temps. Ici, on est au niveau inférieur, donc qui est au niveau de la rue inférieure le long du bâtiment. C'est un niveau qui va être tout à fait fermé. On va faire une salle complètement fermée. Mais par contre, ces fondations sont apparues de façon très spectaculaire alors qu'elles allaient être murées.
voilà, comme Harald a expliqué, j'ai suivi toutes les séquences de construction de ce bâtiment jusqu'au début, avant les travaux de démolition ou de déshabiller le bâtiment à poil nu, c'est ça, jusqu'à la fin où la première foire était organisée dans les espaces d'expo, dans les grands espaces d'expo. Donc, quand j'étais là pour la deuxième fois ou la troisième fois, j'ai vu cette situation. Je pense qu'il y avait un mur qui cache les colonnes qui sont derrière le mur. Et c'était très intéressant de voir que tu vois un bois des colonnes dans de toutes sortes de colonnes, dans différentes hauteurs et différentes formes. Et ça correspond à une photo que j'ai faite avant, un collage où tu vois une série de colonnes historiques qui portent un toit. Donc c'est un monument pour célébrer la typologie de la colonne. Et pour moi, c'est l'histoire de l'architecture comprimée dans une image. Pour moi, c'est dans mon travail où c'est intéressant de comment je peux comprimer plusieurs situations, plusieurs séquences dans une image. Et ça ce que j'ai fait ici dans ce collage. Mais aussi dans d'autres projets que j'ai photographiés. Par exemple, un autre projet, pas de Agua, mais de Verderving-Tailleux, à Gand. C'est une situation réelle où tu vois trois sortes de colonnes. Tu vois les colonnes à gauche et à droite, les colonnes qui étaient là, des colonnes historiques. Et au premier plan et en arrière-plan, tu vois deux nouvelles colonnes. Et aussi deux colonnes des étançons, c'est ça? Étançons, des colonnes, tu peux considérer ça aussi comme colonnes temporaires. Donc ici, dans la réalité, tu vois parfois des situations pareilles que je montre dans le collage. J'espère que vous avez un petit peu de temps parce que les 11 fois qu'il est venu, il a pris une centaine de photos. Donc on a 1100 photos et on a décidé de passer en revue toute l'évolution au travers du chantier. Donc ne partez pas, prenez votre... Non, on a fait un petit choix, mais ça veut dire qu'il y a une richesse terrible qui apparaît. Donc ici on est fin 2019 et on commence à ouvrir le volume central sur la ville. Il y a une sorte de magie qui apparaît parce que le site a une ampleur magnifique et tout d'un coup le centre-ville rentre dans le bâtiment. Mais aussi Philippe prend des détails qui sont en cours déjà à ce moment-là, comme le démontage de ces colonnes en béton qui sont démontées en fait assez délicatement parce qu'elles sont prévues pour des détails de mobilier qui seront réalisés tout à fait à la fin du chantier pour du mobilier. Et ça se passe sur une mer de débris qui est déjà en cours de fabrication. De nouveau, je vais montrer un collage qui a un lien avec la situation de l'exercice de démolition, parce que c'est vraiment fait avec un certain bravoure, comment démolir un bâtiment chirurgical jusqu'à un moment où il y a une phase où on peut commencer de rebâtir le bâtiment. Et j'ai fait un collage d'un grand, comment ça s'appelle, une montagne de débris ou de décombres, c'est ça? Mais c'est trop grand, bien sûr, et tu peux questionner quel est le bâtiment qui est... comment est le bâtiment avant la déconstruction? Parce que quand tu vas très en détail, tu vois toutes sortes de fragments, aussi des sculptures grecques, des colonnes anciennes, des escaliers préfab béton. Donc tout est mis dans une montagne, et pour moi,
c'est un peu le même idée de travailler avec des fragments qui sont encore là. Et moi, j'ai fait aussi des sculptures avec des débris, des briques cassées ou qui sont mis dans une montagne de décombres. Et j'ai fait 3 colonnes avec le débris. Donc, c'est travailler avec un contexte qui est déjà là et ça peut devenir quelque chose différent. Cette initiative d'avoir un reportage photographique ou d'avoir ce genre de dialogue qui apparaît en cours de processus de chantier permet de regarder aussi les choses de façon très différente. D'ailleurs, dans le suivi du projet lui-même pendant le chantier, c'est vraiment devenu des points de référence qui ont beaucoup joué sur la manière de réfléchir. Alors, par contre, il y avait d'autres choses. Il n'y avait pas que tout ce qui était cassé, mais l'ouverture de l'espace central confronte aussi tout d'un coup des couleurs de salles différentes. Donc ici, on voit le rose et le jaune qui tout d'un coup coexistent. On a le vert qui apparaît au fond à gauche, qui en fait n'existe pas, qui est un éclairage de chantier qui est vert, mais qui donne une couleur très forte. Et alors, on a le gris et le blanc qui apparaissent par les opérations, les démolitions, les ouvertures, ou certaines choses qui étaient en fait qu'à moitié visibles. Chose qui n'avait rien à voir avec le projet à cette époque-là. Le relief apparaît dans le niveau inférieur de façon hyper spectaculaire, ainsi que l'infrastructure extérieure. On voit le ring, le périphérique de Charleroi, qui tout d'un coup se projette à l'intérieur. Toute cette magie est censée disparaître au fil du chantier puisque la plupart des salles seront fermées. Le relief, on est ici côté ville, est très vertical, donc c'est un grand trou, ce qui fait qu'on a en fait une fluidité relativement faible pour entrer dans le bâtiment. À cette époque-là, on n'avait pas d'autre manière d'approcher le projet pour des raisons budgétaires qui étaient très strictes. La magie des cheminées et des colonnes devant un mur qui est encore à ouvrir, qu'on voit sur le fond, ces choses-là commencent à apparaître. Fascination de Philippe pour le tram périphérique au premier étage. C'est vrai que ce sont des lieux, mais ça veut dire qu'il faut attendre aussi. Donc il prend un temps très étonnant sur des sujets très particuliers. Par exemple, tu avais aussi évoqué la photo dans la cave où on voyait toutes ces colonnes, ces 100 colonnes grises, que ça t'avait pris genre 1h30 de travail. Parce qu'il n'y a pas de lumière là, donc c'est presque tout à fait complètement noir. Donc, Dans le grand hall supérieur, les couleurs sont aussi très vives. Les voiles qu'on devine sur le fond, qui sont flexibles, étaient là pour le désamiantage. Et on découvre tout d'un coup la confrontation entre les couleurs telles qu'elles sont et le blanc, le contraste qui se crée au travers de ça. Ce sont des photos qui ouvrent en tout cas l'imagination. On est au-delà de la simple documentation. Le travail de Philippe nous nourrit énormément dans la perception d'un site qui est en transformation permanente. Janvier 2021, on avait peut-être déjà passé les contraintes du Covid-19 qui avait fortement mis le projet ou ralenti le projet pendant une grande période. La toiture du grand hall, qui est au niveau supérieur, est progressivement remplacée. On voit donc apparaître le blanc de façon très forte, puisque tout ce qui est nouveau sera blanc, c'était prévu. Et les murs qui restent pour l'instant inchangés dans leur couleur, puisqu'on n'avait pas de moyens pour le repeindre. Donc on voit apparaître le bleu, les roses, les jaunes, qui sont simplement dans leur jus. Les structures mobiles, hyper complexes, ne pouvaient pas être démontées, ni repeintes, faute de budget. Donc elles restent au plafond, comme des vieux trucs, où on ne savait pas quoi faire. Mais en même temps, on voit dans la photo que ça donne une histoire extraordinaire. Les percements sont en cours dans le hall central pour relier les 3 niveaux, puisque c'était que les 2 niveaux supérieurs qui étaient le grand hall collectif. Mais ici, on a percé vers le niveau inférieur, où on voit apparaître le relief, mais aussi la confrontation des couleurs. Le jaune et le vert se rencontrent de niveau à niveau.
Ici, on commence à voir apparaître 3 types de colonnes. Les rondes et jaunes à l'étage supérieur, carrées et vertes à l'étage inférieur, et puis de nouvelles colonnes qui apparaissent, qui sont en métal et qui sont blanches. Cela commence à ouvrir l'imagination. Uniformiser tout ça, rendre tout ça blanc, ce serait un peu dommage, mais c'était le processus dans lequel on était, qui à un certain moment devient inchangeable par les processus de marché public. Si tu me permets, je vais montrer de nouveau quelques photos d'une installation que j'ai faite dans le concert hall, le salle de concert de Bruges de Robrecht en Dam. J'ai vu qu'ils sont aussi invités pour parler ici. Ils m'ont invité pour montrer des photos, mais j'ai dit non, je vais bâtir quelque chose dans cet bâtiment iconique presque, en Bruges. Et j'ai mis de nouveau, j'ai utilisé la brique de construction très universelle, rouge, et j'ai mis des murs un peu partout sur la structure en béton du bâtiment. Et partout dans le bâtiment, tu voyais des petits murs dans une phase de déconstruction ou de construction. Donc cette ambiguïté, j'aime beaucoup. Et à la fin, j'ai fait un collage qui est exposé dans les halls du salle de concert. Ce n'est pas une reproduction de l'installation que j'ai fait ça, mais c'est le même principe où un bâtiment existant est transformé par des petites interventions. Et la même attitude est bien sûr aussi présente dans le projet de Chapex. Oui. Ça date d'avant? Pendant. Donc j'ai fait cette installation. Non, je veux dire par rapport à Chapex, c'était quelque chose qui avait été réalisé avant ou bien non, pendant le 10 ans que j'ai photographié, j'ai fait ça. Donc, oui. On est toujours dans la même période, parce qu'il intervient sur certaines photos qui amènent des idées. Donc on est toujours au même moment. Et ici, on voit aussi, il montre des lieux magiques, comme s'il y avait une espèce d'énorme monstre technique à certains endroits, mais qui disparaîtront de l'accessibilité, en tout cas pour le public. Il y a même des blagues qui apparaissent parfois. Le travail photographique n'est pas uniquement dans une description objective et carrée. Ce qui veut dire qu'il y a un travail dans l'édition de ces photos qui est très étonnante. Je ne sais pas si vous avez vu la petite blague. C'est le panneau en fait, qui dit, en réalité, on ne sait même plus ce qu'il dit vraiment. Mais tout d'un coup, il a changé pour ajouter une lettre pour que ça écrive Agua, alors que dans la réalité, ça n'est évidemment pas là. Alors, en parallèle à cette phase de photo, la ville de Charleroi avait prévu de faire cette transformation du palais d'exposition. Il y avait le palais des Beaux-Arts qui est juste à côté et qui devait être rénové. Et il fallait également construire un nouveau centre de congrès. Ce projet de centre de congrès a été annulé. Mais par contre, nous on avait souvent dit à la ville, en fait ce bâtiment est beaucoup trop grand, le palais d'exposition est trop grand, est-ce que vous n'avez pas un programme à mettre dedans? Enfin faites-le sans nous, mais peut-être que ce serait plus malin de l'utiliser plutôt que de le vider. Et donc ils nous ont demandé de prévoir une intégration de fonctions qui pourraient se ressembler à ce centre de congrès, un peu plus petit, mais d'avoir des lieux qui permettent ce genre d'activité. Alors évidemment, à mi-chantier, ce n'est pas facile de commencer à faire un nouveau permis, dans lequel on va devoir demander un nouveau permis d'urbanisme. On va devoir changer, comment on va pouvoir travailler avec l'entrepreneur, etc. En plus, avec la collaboration qu'on avait, très probablement, tout ce qu'on avait découvert en cours de route, on avait une série d'autres idées qui étaient apparues, comme par exemple le paysage. En fait, on a vu que c'était un grand trou. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'adoucir ça d'une certaine manière? Il y a l'endroit où on a le fer à cheval qui était tout à fait fermé, on ne pouvait pas y toucher pour défaut de budget. Il y avait la question des couleurs. Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi intégrer toutes ces choses-là? Donc il y a un petit budget qui a été ajouté, mais en même temps, comment est-ce qu'on pouvait aborder cette question-là? Donc on a fait une première pré-étude
étude de faisabilité qui nous a amené à des dessins qui ont été réalisés par Ali, qui est là, qui en fait ne connaissait pas vraiment le projet non plus. On en a parlé très rapidement et on voit que ça a créé des dessins qui étaient un peu dans une sorte de diffusion comme ça complète de mais vers où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va se passer. On voit la question du relief et du paysage en tout cas très fort. On voit aussi la question du hall central qui était dans lequel qu'elle est bordée par des espaces totalement fermés et que peut-être ça pourrait aussi s'ouvrir d'une certaine manière, qu'on puisse depuis différents espaces autour du hall central, du grand jardin de 3 étages, trouver des relations qu'on voit aussi dans ce dessin-ci. Les modifications sont apportées progressivement au sein du chantier. En 2021, on voit apparaître de nouveaux peintres sur le site, qu'on devine sur un petite grue bleue sur la droite, tout petit. Il est en train de repeindre certaines parties. La magie, c'est qu'entre-temps, il existe des produits d'anticarbonatation pour le béton, de protection, qui existent dans les couleurs. Pas toutes les couleurs, mais dans pas mal de couleurs. Et donc on a pu commencer à jouer avec ça aussi. Vert foncé, éclair, jaune comme l'existant, et par du blanc pour les parties qui sont neutres ou révélées, et qui n'avaient donc pas de couleur appliquée, mais qu'il fallait protéger. Donc le blanc qui apparaît, c'est une sorte d'action neutre par rapport à l'existant ou au nouveau. Le peintre se promène dans ce bâtiment qui est vraiment gigantesque. En 2022, c'est plus ou moins fait. Les nouveaux escaliers sont placés et ils sont blancs, bien entendu. 2022, c'est aussi l'année de l'exposition d'Agua aux Beaux-Arts. Et donc, vous reconnaissez le moment où ces photos ont été prises et utilisées pour les maquettes de couleurs qui ont été faites à ce moment-là également. On a presque l'impression d'un projet fini. Un chaos magique des couleurs. Le projet a encore duré pendant 2-3 ans après ça, mais en fait ces photos-là sont souvent les photos finales qu'on a par rapport à ça, parce que la vision continue à évoluer et à changer. Donc si on veut montrer ces lieux-là, en fait ça c'est final. On a aussi ce talus en contraste. Je ne sais pas si on serait arrivé à ce résultat sans l'accompagnement des photos de Philippe au fil du chantier, puisque lui a beaucoup attiré notre attention sur la présence de ces reliefs qui accompagnent le bâtiment. En effet, l'aspect très photogénique de ce projet est comment le paysage ou les artefacts naturels, comme les montagnes qui entrent dans le bâtiment, c'est une interaction pour moi très intéressante de voir comment les montagnes un peu brutes fonctionnent avec les colonnes très droites. Et ça ressemble un peu à un collage que j'ai fait il y a 10 ans, je pense, qui rencontre un peu la même histoire, où tu vois l'interaction avec une structure très rigide, avec un paysage plutôt artificiel, bien sûr, mais ça raconte un peu la même idée. Ici, je pense que c'est une phase plus récente, où tu vois le talus et les colonnes qui disparaissent dans le sol. Et aussi un autre collage que j'ai fait où il y a une étrange relation entre un artefact naturel, un rocher, qui touche presque un bâtiment qui était déjà là ou qui est bâti juste à côté d'un rocher. Voilà. Le travail sur le paysage a été rendu possible également par le budget. On voit sur la gauche le fer à cheval qui en fait était joint par un bâtiment qui menaçait de s'effondrer vraiment. Donc on a pu l'enlever et créer un nouvel accès au premier étage. Ça permet aussi de travailler la terre et d'améliorer la relation à l'espace.
Attention, la terre est légèrement polluée. C'est un ancien site qui avait une valeur industrielle, qui a été manipulée. Et donc, on ne pouvait pas évacuer la terre du site. Sinon, il fallait l'envoyer dans des sites de dépollution dans lesquels le prix explosait. Donc, il s'agit de simples déplacements et de penser le relief sur place. Il permet l'activité publique, il n'y a pas de problème, mais surtout éviter d'évacuer la terre. Or, sur la plupart des chantiers, la première chose qu'on fait, c'est creuser les fondations. Et où va la terre? Eh bien, elle part vers des endroits qu'on ne connaît pas. Le placement de l'escalator, accompagné d'un début d'ouverture qu'on devine au premier étage, où seront centrées toutes les activités publiques et les congrès. Ici, on est fin 2023, les choses s'établissent peu à peu et on voit la relation qui commence à s'adoucir avec la relation à la ville. Tout prend sa place. Les garde-corps sont placés, qu'on devine côté gauche principalement, qui sont en fait inspirés de garde-corps mobiles. Une image que je pense qui est très, très importante pour expliquer le projet est cette image où tu vois une structure, un grill avec toutes les couches qui sont présents, aussi les trous qui sont faits dans le sol et dans les plafonds. Donc toute l'attitude de l'architecte est présente dans cette situation. Et de nouveau, mes excuses, je montre un collage où j'ai photographié un appartement, un grand immeuble à Gand, juste avant la démolition. Et j'ai photographié la squelette en béton avec toutes les pièces nues. Et j'ai mis des nouvelles structures, des nouvelles circulations, des nouvelles fonctions et programmation dans la grille. Et je pense que c'est un peu le même mécanisme qui est présent en Chapex. Oui. Si je peux, il y a quelque chose de très chouette aussi en tant qu'architecte. Il y a évidemment l'intérêt aussi de voir les pieds des colonnes et peut-être la toiture et le ciel. Or ici, il y a cette espèce de cadrage qui est hyper fort, qui peut-être nous a aussi un peu posé question à un moment. Mais après, on voit qu'en fait, il y a une espèce d'amour-propre par rapport à ces choses-là. Et puis, il y a d'autres fascinations qui restent, comme les trams qui restent quelque chose de vivant dans le site. Le congrès et le grand espace collectif sont réalisés en 2023. Et ce qu'on a pu réaliser, c'est cette grande baie vitrée et ouverture qui permet d'avoir cette relation d'un grand foyer sur le hall central. Donc en fait, c'est un changement hyper important dans l'organisation à long terme et montre que ce genre de projet peut aussi continuer à évoluer. Ce n'était pas prévu au départ, c'est des choses qui arrivent, qui changent. Peut-être que d'ici 10 ans ou 20 ans, d'autres modifications vont arriver. Il y a aussi parfois, on ne sait pas toujours pourquoi, des drôles d'usages de la photo dans lesquels on voit des choses qui apparaissent. Alors peut-être que ce qui nous intrigue, c'est que tout d'un coup, on commence à avoir un premier usage du bâtiment. On a collé là des petits scotch ou des petits morceaux de liège en fait de protection qui sont là et qui tout d'un coup changent l'espace. C'est des choses qu'on a beaucoup vues, par exemple avec les matelas rouges de métal. C'est qu'en fait, ces modifications deviennent quelque chose de très riche. Ici, c'est plus de l'ordre symbolique. C'est un jeu esthétique aussi, hein, parce que tu as le bâtiment très étroit et tu vois une composition random. On a appris à trouver ça joli aussi, même si la première fois, quand on a vu apparaître ces grands matelas rouges, il y avait une espèce de choc. Et en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant. 2024, plus ou moins un reportage final, on y est presque. Photo prise depuis le terril qui fait face, où on voit la terre charbonneuse et les plantations. On est vraiment entre des mondes très différents. Mais bon, on va juste faire une balade. Il faut évoquer qu'à ce moment-là, le mobilier est réalisé avec Doorzon Interieur Architecten. Et on voit les petits bouts de colonnes qui sont issus de cette immense colonne dont il avait pris la photo au début en train de démonter. Niveau central. Et l'accès au niveau central.
Donc c'est très proche en fait. C'est juste, on tourne de 90 degrés, 90 pardon, et on prend la photo. Donc c'est des visions très différentes qui sont très proches. Ce niveau donne accès à la ville. La végétation est pensée avec Denis Dujardin, qui est paysagiste, pas le même Dujardin. Elle se nourrit d'un sol très pauvre et apporte de la diversité. Donc on voit maintenant de temps en temps des ouvriers qui passent, qui fauchent un peu, qui replantent des choses, mais c'est très très simple. C'est pour ça qu'on n'a pas boisé non plus, pour que ces plantes puissent renouveler la terre petit à petit. Certains restent des anciennes constructions. Un mélange du temps, puisque les interventions deviennent visibles aussi. Bref, on y est. Avec certaines passions qui restent. Il y en a vraiment beaucoup, hein, on les a choisis. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait fini. En 2025, les usages ont commencé. De nouveau, je montre le même collage du Montagne pour expliquer ce que le bureau d'Orzone a fait avec le bureau des architectes d'intérieur qui ont travaillé avec des fragments qui sont démolis et surtout les balustrades et les colonnes qui sont démolies et coupées en pièces et ils sont assemblés dans des bancs. Donc les trucs en verre sont les anciens balustrades et les pieds sont les colonnes qui sont démolies, coupées en cylindres. Et ça m'a inspiré. J'avais une exposition dans une galerie d'art où j'ai montré le grand collage avec la montagne de débris. Et dans l'espace de la galerie, tu vois des tables et des autres objets qui sont fabriqués avec les fragments qui sont pris du Montagne. Donc ici, tu vois des tables qui sont fabriquées. J'ai triché un peu, j'ai fait ça moi-même, bien sûr, mais ça a la même esthétique des pièces de décombres où j'ai plié les barres en métallique et ça devient un pied d'une table. Et j'ai fait aussi des autres objets avec de débris de toutes sortes de pièces de marbre et des pièces, des briques cassées et autres matériaux qui sont devenus une colonne libre sans fonction. Alors voilà, le bâtiment est tout doucement rentré en usage pour des foires de nature très diverses. Ça va probablement bouger avec le temps. En tout cas, ça crée tout d'un coup un univers complètement différent. Que dire? Bienvenue, welcome, c'est ce qui est écrit. Avec ces tuyaux au plafond, dont on voit qu'il y a un plaisir de créer des espèces de contrastes aussi. Bon appétit. Il y a un parking de luxe. On voit rarement des parkings qui font 10 mètres de hauteur sous plafond. Avec toutes des belles voitures, non? Enfin, des utilisations qui prendront vie peu à peu. Le projet ne se veut en tout cas pas un objet final inchangeable, comme on voit souvent l'architecture comme étant un objet parfait, mais plutôt un lieu qui va vivre, qui va changer, dans lequel les choses vont apparaître, peut-être disparaître, mais que ce soit plutôt un site qui accumule les couches pour évoluer. Le dernier projet, le dernier projet qu'on vous présente est la passerelle cyclo-piétonne de Seraing. C'est un projet qu'on a fait avec Bollinger et Grohmann pour la stabilité. La demande de la ville était de transformer les ateliers centraux que vous voyez là au centre de l'image avec les toits bleus en un grand parking et un espace public, et de créer aussi une liaison entre ces ateliers centraux et la gare
La Goire, elle est peut-être un peu difficile à voir, mais elle est après la première rangée de petites maisons mitoyennes. Baumans de Fait, qui est un bureau d'architecture liégeois, a gagné le concours des ateliers centraux et nous, celui de la passerelle, et qu'on voit ici apparaître en blanc sur le collage de la vue aérienne. Ce qu'on voit assez bien, c'est la Meuse qui sépare Seraing de Liège qui est au nord. Et on perçoit immédiatement le contraste d'échelle qui caractérise le quartier. On a des toutes petites maisons ouvrières mitoyennes qui côtoient d'immenses sites industriels. On le voit surtout à droite sur l'image. Et la plupart de ces sites sont aujourd'hui désaffectés, mais restent très présents dans le paysage. Et puis sur le site, on a plusieurs barrières qui sont à chaque fois parallèles à la Meuse, qui sont formées par les routes, les voies ferrées et puis différentes infrastructures de transport industriel. Lisa l'a déjà évoqué tout à l'heure, la proposition du concours, c'était d'avoir une passerelle qui allait tendre jusqu'au parc qu'on voit là tout à gauche de l'image, qui borde la Meuse. Et en fait, en faisant ça, on a doublé la longueur de la passerelle par rapport à la demande initiale de la ville. En fait, ce que eux souhaitaient faire, c'était franchir les voies ferrées avec une passerelle de type contemporaine. La proposition est donc une simple ligne droite, placée avec précision sur le site, et c'est ponctué et soutenu par différents espaces publics assez généreux. Vous l'avez vu en bas, j'espère que vous ne l'avez pas bousculé et que vous ferez attention. On a réalisé une maquette de 6 mètres de long qui représente la passerelle au 1,33e. Et elle a été réalisée en 2022, en fait, plus ou moins en même temps que le démarrage des travaux. Et ce qui a été assez marquant pour nous dans ce projet-ci, c'est que le dossier de la passerelle a été fait pendant le confinement et que les moyens de faire du projet à ce moment-là étaient très particuliers. Donc on a échangé énormément par écran interposé, par Zoom, par WhatsApp, et avec très peu d'accroche avec le réel, ce qui était vraiment assez désagréable. Et la réalisation de cette maquette, et puis les photos prises par Philippe chez les maquettistes, donc ceci, ce sont aussi des photos de Philippe, ont révélé en fait pour la première fois le projet, et surtout dans son déploiement en longueur. Elle a été volontairement présentée sans contexte, mais en fait on devine le contexte de manière subtile à travers les différents points de connexion de la passerelle avec le sol. Alors, je ne vais pas vous faire peur comme Harold l'a fait tout à l'heure. Philippe, à Seraing, est venu faire que le reportage final. Mais malheureusement, il y a quand même vraiment beaucoup de photos et elles sont aussi très belles. Donc, on va vous emmener en promenade dedans aussi, en commençant par les ateliers centraux donc, qui ont été rénovés par Baumans de Fait pour arriver jusqu'au parc Trasanster de l'autre côté. Comme Benoît le disait au début, pour Seraing, on a découvert le projet sous un autre regard grâce aux photos de Philippe. Et dans les premières photos, on voit les façades des ateliers centraux qui forment comme un encadrement et une accroche pour la passerelle qu'on voit apparaître là dans la baie dont l'allège a été démolie. Tu me corriges, mais on voit qu'il y a un très grand soin qui a été apporté dans la composition des photos. On voit que les baies des ateliers créent un cadre qui vient souligner en fait, et mettre en scène la passerelle qui apparaît au second plan. Et la passerelle vient dialoguer et résonner avec une passerelle existante que vous voyez apparaître là en bleu, qui passe d'un côté à l'autre des ateliers centraux. On voit des accès qui sont multiples. Et on découvre la simplicité de cette longue ligne droite dans le paysage. Et de manière assez paradoxale, cette ligne très très claire permet un dialogue avec l'existant
Je le disais tout à l'heure, on a proposé une passerelle qui faisait 2 fois la longueur de ce qui était prévu initialement, mais a priori le budget ne s'est pas étendu. On a donc dû réfléchir dès le concours à proposer un principe structurel très simple. On a des colonnes acier qui forment un T avec des poutres primaires. J'ai peut-être très mal choisi la photo parce qu'on ne voit pas bien les poutres primaires. Mais après, on a 2 HEB qui filent sur le bord de la passerelle et qui créent le support du tablier. La passerelle est vraiment composée d'une grammaire d'éléments de construction très très simple. Et les colonnes émergent du sol qui, à nouveau, on est en Wallonie, est très pollué ou pollué. Et ces colonnes ont une forme d'abstraction qui confronte soudainement les différentes échelles présentes sur le site. La passerelle, les escaliers existants, et vous le verrez après, les nouveaux escaliers permettent des usages et des passages multiples sur le site. En effet, il y a plusieurs formes ou possibilités de croiser le projet. Vous avez la circulation existante avec l'escalier que tu vois en arrière-plan et la passerelle qui est une autre forme de marché dans le projet. Et ça correspond un peu dans une photo que j'ai prise, et la photo est à la fin l'œuvre d'art d'une intervention que j'ai faite dans une galerie, dans la cave d'une galerie d'art où il y a un escalier en béton et j'ai bâti une autre escalier, une autre passage alternatif ou le début d'une autre passage en briques. Et en effet, c'est un peu présent aussi dans le projet. Ici, il y a vous avez le contexte original et un nouveau contexte qui est créé par les architectes. En ayant fixé la grammaire des éléments structurels, après la passerelle, elle se déploie littéralement et très simplement sur le site. Ici, on voit à nouveau son accroche à l'espace public supérieur dans les ateliers centraux. Et puis, la passerelle franchit le premier obstacle, qui est la route, et elle vient s'ancrer dans un nouvel espace public, qui est le parvis Nicolaï. Et en fait, vous le voyez au bout, le parvis devient le prolongement du quai et donc de la gare d'Ougrée et ouvre en fait des nouvelles possibilités pour le quartier. On a ce geste très rectiligne et très affirmé, mais ça dialogue avec la présence presque imperceptible en fait de la rivière, de la Meuse qu'on voit à l'arrière-plan. Puis quand on se retourne, on voit de nouveau les ateliers centraux. Et la passerelle est dénuée de tout caractère monumental. Et elle crée simplement de nouvelles connexions inattendues. Au droit des nouveaux escaliers, elle est soutenue par des espaces publics. Donc de nouveau, on voit à nouveau le parvis Nicolaï. Et qui a une pente très douce jusqu'au quai, avec différents éléments qui permettent de se l'approprier. On a une série d'arbres et des luminaires verticaux qui ont été placés de manière régulière. Un très grand banc dans un jardin planté. Ici, on voit de nouveau le banc en premier plan. Et sur cette photo qui est assez belle, on voit apparaître la séquence des différents escaliers et rampes qui dialoguent ensemble. Ici, il y a une passion train, du coup. Je crois que c'est surtout Philippe qui souhaite montrer qu'il y a un passage de voie, et ce qui est bien sûr important ici dans ce projet-ci.
ça croise aussi une gare, hein, Oui. le train. Donc, il faut montrer un train. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est mieux, le tram ou le train? C'est pour expliquer le projet aussi un tout petit peu. On a une rampe douce et des escaliers multiples qui permettent la cohabitation de plusieurs usages et de plusieurs passages, de manière de circuler. Et au droit desquels les différentes circulations se croisent. Et puis, en traversant les voies, on aperçoit à nouveau le dialogue entre la passerelle et son environnement. Ici, peut-être que je te laisse la parole par rapport à la composition de la photo. Cette photo Ouais. spécifique, oui, je pense que c'est clair que c'est un jeu de composition aussi parce que la pylône d'électricité n'a rien à voir avec la passerelle, mais dans la composition de la photo, il y a une ligne diagonale qui est intéressante et qui fait une liaison entre la colonne gauche-bas et la pylône en droit haut. Voilà. Mais j'essaie toujours de montrer le contexte et tu vas voir dans les autres photos qui suivent que c'est un jeu de composition, mais aussi de montrer comment le projet est incrusté dans un contexte plutôt brutal. Et cette rue blanche qui est placée dans un contexte presque bricolage dans un certain point, c'est pour moi aussi très intéressant à photographier. Oui. On continue à descendre petit à petit pour s'adapter aux importantes différences de niveau. Et naturellement aussi pour rendre la passerelle accessible à tous et toutes. Puis on se retourne de nouveau de l'autre côté. Et on voit que la passerelle cette rampe devient un terrain de jeu pour les enfants. C'est assez chouette à découvrir. Du coup, on est passé de l'autre côté des voies ferrées. Et on revoit à nouveau ce parvis Nicoliaï avec les arbres et les luminaires verticaux qui sont implantés de manière régulière dans ce grand jardin. À nouveau le train. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, chaque connexion au sol est l'occasion de créer un nouvel espace public qui est à chaque fois assez spécifique. Ici, on est du côté du chemin Trasanster. La passerelle se pose dans une prairie fleurie. Et on a la succession d'escaliers qui apparaît et qui donne de la profondeur au cheminement de ce côté-là. Ici, de nouveau, la photo de Philippe montre de manière assez incroyable la grammaire structurelle de la passerelle qui se répète, on a l'impression, à l'infini. Et ça correspond de nouveau, c'est trop vite, à un collage que j'ai fait il y a 10 ans pour une exposition au Portugal. Donc c'est une viaducte portugaise. Donc c'est une photo d'une vraie viaducte, mais j'ai remplacé une des pylônes avec une structure très bricolée, générique, ça existe en français, une accumulation des côtes qui fait un lien entre l'espace privé, parce qu'en effet, le viaduc, c'était l'autoroute de péage, et j'ai fait un lien avec l'espace public de construire une nouvelle. Et si tu vois, il y a un petit trou dans le plafond et un petit échelle. Donc tu peux vraiment monter la structure et entrer l'autre niveau. Voilà, et ça correspond un peu avec cette image. Oui.
Ici, à nouveau, le terrain pollué est bien resté sur le site et a été adapté pour créer une pente douce jusqu'au quai. Et en direction du parc, donc tout au bout de la passerelle, on a un large escalier qui invite les passants et passantes. Et ici, dans cette photo, on perçoit à nouveau le contraste d'échelle dans le quartier. On a les maisons ouvrières voisines, les usines métallurgiques dans le fond, et puis la nouvelle passerelle dans l'avant-plan. Et je termine cette promenade avec cette dernière photo de Philippe. À l'avant-plan, on a un code de jardin, je ne sais pas si vous dites pareil en France, un abri de jardin, où la végétation est en train de reprendre un peu ses droits. Et puis derrière, la passerelle qui dialogue avec la ligne électrique qui est située dans le ciel. Oui, je termine avec une photo, de nouveau, avec des briques. Et ça raconte un peu l'histoire que tous les projets de Agua transforment l'ordinaire dans quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai fait ça aussi avec une brique de construction très banale, très universelle. Mais j'ai refait ou j'ai cette brique en marbre de Carrara. Donc, c'est pour célébrer que l'ordinaire peut devenir quelque chose d'excitant. Et voilà. On a encore un projet en plus? Non, c'est une blague. Par contre, il y a juste, c'est plutôt une manière de conclure peut-être, c'est que les projets que vous avez vus jusqu'ici, qu'on a montrés, sont en fait dans des contextes ou dans des bâtiments qui sont un certain type de patrimoine en fait, du XXe siècle. Or, on est déjà en 2025, donc ça veut dire que le XXe siècle, c'est vraiment il y a déjà longtemps, et que ça commence à être apprécié comme une sorte de patrimoine, petit à petit, même si ça n'est pas encore protégé souvent. Par contre, petit à petit, ces choses vont changer. Aujourd'hui, chez Agua, en tout cas, nous commençons à travailler sur des bâtiments beaucoup plus récents qui datent du début des années 2000. On est 25 ans plus tard, il faut commencer à rénover ces bâtiments. Ceci, par exemple, est une maquette qui est sur un projet de bureau d'environ l'an 2000, je me trompe, à Anvers, donc dans le nord de la Belgique, à transformer en caserne de pompiers et en centre d'accueil pour sans-abri. Alors les questions bougent évidemment, parce qu'on est sur des bâtiments construits de façon très différente. La structure est très forte. Par contre, les pots doivent être toutes remplacées pour des questions d'énergie. Or, il y avait déjà un peu d'usage d'isolants, de bardage métallique, par exemple, ou autre. Que faire avec tout ça? Souvent, les projets considèrent qu'il faut tout enlever, tout réisoler et refaire une nouvelle peau. Et alors, on a un bâtiment qui a une identité complètement nouvelle. Mais est-ce que ce serait possible de considérer ce genre de situation dans lequel la réutilisation n'a pas uniquement lieu à la structure, mais également aux matériaux de façade et d'identité de ces bâtiments? Vous ne voulez pas fermer le rideau? C'est une photo que j'ai faite pendant le chantier de Chapex, une phase de c'est un mot. C'est ça, voilà. Donc une grande bâche est mise dans et ça cache l'architecture, mais ça disparaît après un certain temps. C'est surtout les poids sur le sol qui m'intéressent, comment les travailleurs ont mis les briques sur la bâche pour le stabiliser. Et c'est une séquence plutôt des objets plutôt intéressants. Et ce sont des petits moments de poésie qui émergent pendant les sessions de photographie. Oui. Merci.
Si vous avez l'une ou l'autre question, on est à votre disposition. Je peux lancer le bal des questions. C'est plus pour prendre la perche qui avait été lancée au tout début de la conférence. Agua. C'était exprès pour qu'il n'y ait pas la question. Hein. Non, mais c'est Harold le spécialiste qui va vous décliner une des possibles. Non, tu veux dire quelque chose? C'est une question, merci, qui est récurrente. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça n'a pas de sens que ça porte. Mais on peut en inventer tout plein. Mais ça ne me revient plus. Merci beaucoup. Je me demandais, aujourd'hui, dans une architecture où on est en fait beaucoup plus délocalisé de plus en plus du site, où on travaille beaucoup à partir de données derrière nos ordinateurs, sur nos bureaux, vous mettez en place ce travail de suivi sur le chantier du projet qui est très intéressant. Est-ce que ça vous inspire aussi à mettre quelque chose en place comme ça qui vous rapprocherait du site de manière régulière dans des phases de design plus avancées plus préalable du projet, dans la conception du projet? C'est quoi votre approche par rapport à ça? C'est donc d'avoir ce genre d'échange, mais avant le chantier. On a fait un projet récemment. On a eu cette expérience. On a fait un projet récemment de transformation, enfin on est toujours occupé d'ailleurs, d'un très grand immeuble de bureaux vraiment dans le centre de Bruxelles, qui est aussi un immeuble un peu brutaliste en béton, ce patrimoine avant le 21e siècle, donc juste avant. Et on a été amené à avoir un bureau sur place en fait pour dialoguer avec les usagers pendant la période de conception, ce que vous appelez, chez nous c'est l'esquisse avant-projet, mais chez vous ça s'appelle, je ne sais pas quoi, APD, je ne sais pas quoi, ouais, un truc comme ça. Et donc on était sur place et c'était une très étrange situation. Alors à la fois c'est très pratique d'être près des choses, mais à la fois c'est compliqué parce que tout ce qui nécessite un peu... En fait, comme les projets sont grands et complexes, ça nécessite un peu d'abstraction pour aussi pouvoir prendre des décisions. Et le fait d'être trop près des choses, c'est pas toujours un avantage. Et alors le fait d'être trop près des usagers, c'est pas non plus un avantage, mais ça je ne vais pas m'étaler sur la question. Donc c'était pas... à la fois c'est très chouette d'être... Enfin, on a besoin d'aller sur le site et bon, on est tous enseignants dans différentes écoles et bon, on travaille un peu sur ces sujets-là. En partie. Et c'est sûr que c'est important pour nous d'aller dans les bâtiments avec nos étudiants, par exemple, de pouvoir les visiter, d'être confrontés à la réalité construite. Ce qui nous intéresse, je pense, c'est aussi cette question de construction. Comment est-ce qu'on construit les choses et comment est-ce qu'on les fabrique réellement. Mais le fait d'être sur le site ou dans le bâtiment, en tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu comme un avantage. En réalité, au contraire, en fait, ça a amené plus de contraintes aussi. Voilà. Peut-être retrouver ce niveau d'abstraction qui est très important en fait quand on fait un projet, parce qu'il faut pouvoir un peu classer les choses petit à petit et pas être trop près. Et pour ça, l'ordinateur, dessiner à l'ordinateur, c'est très embêtant, quoi, parce qu'en fait, on a tendance à zoomer tout le temps pour accrocher des lignes entre elles, ce qu'on n'a pas quand on dessine à la main sur une table, quoi. Voilà. Je vais peut-être reprendre la question. Il y a juste autre chose que j'imagine par rapport à ces questions-là, c'est quand on implique les projets dans lesquels on est amené à impliquer très fort les utilisateurs futurs, par exemple, ou les proches. En fait, souvent, la maîtrise d'ouvrage, qui est la ville, par exemple, dit à un moment, oui, mais bon, on ne va pas vraiment en tenir compte non plus. Donc, c'est un problème. Il y a par contre d'autres choses qui peuvent apparaître aussi, c'est si jamais on fait un bâtiment qui permet une appropriation dans le futur. C'est l'histoire des matelas rouges qui sont apparus, qui nous ont hyper fort choqués au début.
mais en fait, le bâtiment est approprié, les choses changent. Et donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut imaginer des choses qui sont appropriables après coup, sans faire semblant qu'on crée des ateliers ou des choses ou des manières qui nous permettraient, soi-disant, de tenir compte d'une opinion de quelques personnes. Mais en fait, les groupes sont beaucoup plus grands aussi. Donc, il y a quand même une difficulté qui est là. Certains projets s'y prêtent très bien. Dans d'autres cas, il y a peut-être une sorte d'ouverture dans les usages. J'ai une petite question. En regardant les photos que vous avez présentées, ils sont super beaux. Et je me demande, quand vous faites, vous avez dit à peu près 1100 photos, surtout en commençant un projet par exemple, j'imagine que chaque photo, elle pourrait présenter de nombreuses possibilités d'intervention et de projets. Comment vous décidez que cette photo-là, on a cette idée d'intervention, peut-être plus, mais comment vous pouvez limiter les différentes possibilités, si je suis bien claire? Parce que si vous faites des photos avant de commencer un chantier, c'est à partir de quel moment vous vous dites c'est bon, ce sera cette intervention-là qu'on va faire et pas d'autres? Harold, si je peux, tu m'as dit que parfois tu as utilisé la photo comme outil dans le bureau pour dessiner ou pour penser sur certains concepts, parce que la photo peut montrer un autre angle que tu n'as pas vu sur place, ou une autre séquence de possibilités ou pièces. C'est ça que tu m'as dit, hein, que parfois tu as regardé les photos très très en détail, et ça t'a donné certaines idées. Pour répondre assez directement à ta question, c'est Philippe qui va faire les photos et donc c'est vraiment son regard. On n'est pas là en train de lui dire prends ceci, prends cela, et c'est ça qui fait que c'est un autre regard et qui permet, nous, de donner un nouveau souffle dans le projet, là en l'occurrence à Chapex pendant le chantier. Et donc voilà, c'est plutôt le regard de Philippe qui est particulier. Si je peux aussi, c'est un peu par hasard, mais les premières photos qu'on a montrées de Philippe étaient des photos qui étaient faites 1 an après la mise en utilisation du bâtiment. Le deuxième, c'était tout le chantier. Et le troisième, c'était le moment de finition du projet dans sa perfection. Donc, c'est 3 moments très différents. Je pense qu'à Chapex, ça s'est mis en place parce qu'on était depuis le début complètement fascinés par ce bâtiment et on s'est dit c'est dommage de ne pas essayer de convaincre la maîtrise d'ouvrage, de l'illustrer de son évolution. Pourquoi faire? Aucune idée. Juste, c'était l'idée de garder une main là-dessus, de ne pas perdre la mémoire. Et donc, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on faisait ça, pourquoi est-ce qu'on allait avoir 1000 photos. Mais par contre, on a découvert tout d'un coup qu'on les utilisait parce qu'en fait, c'était une manière de ne pas toujours aller faire 150 km. Enfin, pour nous, en Belgique, c'est très loin, 150 km. Et donc, de vraiment prendre du temps pour aller sur le chantier et donc de s'alimenter la réflexion. Et puis, en plus, il y a eu dans ce cas-ci la transformation complète du projet qui nous était demandée. On a dit, faites un peu un nouveau projet dans votre projet. Hein. En tant qu'architecte, c'est quand même compliqué, mais on avait toute une imagination qui s'est développée au travers de ces photos. Donc on n'a, je ne pense pas encore vraiment de règles sur, tiens, au fond, quand on fait les photos de chantier ou de situations existantes avant, l'intérêt, ce serait ceci, on n'est pas encore si loin. Mais ce qui est cool, c'est de découvrir, simplement d'avoir un regard différent, avec un univers différent, et tout d'un coup, ça ouvre des portes qui sont très imaginatives aussi. Oui, merci déjà, parce qu'on a bien compris ce que j'essayais maladroitement de dire tout à l'heure, c'est-à-dire ce travail processuel qui est formidable, dans lequel interviennent 2 choses qui me paraissent essentielles. C'est l'attention au chantier, puisqu'à chaque fois vous découvrez des nouvelles choses, et deuxièmement,
l'importance de photographier le chantier, c'est-à-dire de le représenter, qui vous fait aussi apparaître des choses que peut-être la simple déconstruction ne suffirait pas à faire apparaître, et donc change la manière de concevoir. Bon, ça c'est une chose, juste une remarque. Mais alors après, la question, elle porte plutôt sur, parce que vous êtes dans l'idée d'un grand bâtiment, et Benoît en avait parlé à la conférence à Lille qu'il avait faite, que faire de ces trop grands bâtiments? Et donc, Colas a essayé de faire la théorie des grands bâtiments, la bigness, là, sa fameuse théorie de la bigness, où on avait tout d'un coup un bâtiment qui était, disons, en interne, qui fonctionnait en interne dans sa physionomie de bulle, et qui était capable d'être à lui-même son propre contexte. On connaît sa fameuse remarque sur le contexte, etc. Tout d'un coup, on voit que vous avez une option très très différente, qui est au contraire que ces bâtiments-là ne peuvent pas fonctionner comme ça, du moins dans un endroit comme Charleroi, et puis qu'il faut les ouvrir au maximum, essayer de les rendre poreux, pénétrables, accessibles, usables de toutes les manières possibles. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait là derrière la possibilité d'une évolution théorique sur un plan, enfin d'une théorie de ces bâtiments, ou si simplement c'était au cas par cas. Est-ce que vous avez une idée sur l'utilisation de ces bâtiments qui aujourd'hui quand même commencent à poser des problèmes qu'on voit, quoi? En tout cas, dans le cas de Charleroi, dans lequel la moitié de la ville est vide, bonne chance. Hein. Enfin, comment est-ce qu'on va penser à un bâtiment, enfin, remettre un programme dedans? Enfin, il faut pouvoir le financer, donc c'est une question très générale. Dans ce cas-ci, ce qui était très intriguant, c'est que c'était un financement européen pour le relancement économique, etc. Donc, tout doit être économique là-dedans, enfin, en termes de financement d'une économie qui va se développer. Or, dans le bâtiment au niveau inférieur, il y avait quelques éléments qui fonctionnaient pas mal. Il y avait un grand skatepark, par exemple, qui avait tous des gens dedans. Enfin, c'était vraiment super. Pourquoi l'enlever? À financement européen. Donc, il a dû partir. Alors, si vous avez vu, il y a tout au fond du site, il y avait un parc triangulaire qu'on nous demandait de rénover. Mais enfin, nous, d'abord, il n'y avait pas assez d'argent, donc on a toujours dit, ben non, vendez-le ou faites un hôtel, enfin, on ne sait pas très bien, mais quelque chose qui serait lié. Mais nous, pourquoi impliquer de l'argent là-dedans? Or, maintenant, ils ont lancé la réalisation d'un skatepark à cet endroit-là, suite à notre insistance pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne garde pas le skatepark qui marche? Et donc, bon, il y a des questions comme ça le vide qui est créé dans le site en disant ces grands parkings de 10 mètres de haut, ces grands espaces d'échange, c'est pour créer un maximum de vide, en se disant peut-être qu'un jour il serait utilisé, on ne sait pas. Mais il y a d'autres situations qui sont très différentes. Je pense à Serein, où il y a un budget extrêmement strict qui est donné, où en fait, plutôt que de faire un spectacle à un endroit local pour traverser le train, on a fait quelque chose de très simple, assez étroit, mais très long. Et donc là, on ne bouge pas avec l'argent d'une certaine manière, mais par contre, on crée des potentiels très différents par rapport au quartier qui va se développer autour avec le temps, on espère. Ici, on fait pas, nous, on fait pas de la. Je pense pas que, probablement qu'on développe des questions théoriques, mais je suis pas sûr qu'on sache répondre à ta question comme ça. Mais je pense qu'il y a une chose qui est importante dans tous les projets qu'on fait, et surtout dans toutes ces transformations finalement de l'existant, c'est cette question de connexion ou de reconnexion ou de porosité, parce qu'effectivement, tous ces bâtiments en fait ont une espèce de difficulté d'intégration dans leur contexte, et c'est souvent des contextes un peu bizarres ou des contextes où ils sont très isolés. On travaille pour le moment justement, c'est le bâtiment là, des fin des années 2000. 99, c'est des espèces de plots en périphérie urbaine. C'est assez compliqué aussi comment ça fonctionne, comment on peut recréer en fait de la ville. Donc je pense que là il y a une piste de réflexion. Voilà. Après, si vous allez un jour à Charleroi et que vous visitez le palais d'exposition, vous allez voir qu'en fait c'est entièrement clôturé. Donc en fait ça fonctionne pas encore réellement comme un espace complètement poreux, donc c'est ouvert que quand il y a des activités à l'intérieur. C'est pas encore un espèce d'espace public qui permettrait en fait de donner vie, de traverser le site, d'aller. Il y a un projet, mais qui est tout à fait hypothétique, de faire une station du tram juste en bas, donc qui permettrait de descendre et d'aller récupérer le tram à cet endroit-là. Mais tout ça est encore un peu. Le train. Pour Philippe. De la station de train, tram ou train, je sais pas.
Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu tout d'un coup, nous autres, on s'était plein. On avait dit à la ville, en fait, ce bâtiment est beaucoup trop grand. En faisant une étude, en regardant quelles étaient les échelles de centres d'exposition, et tout d'un coup, l'idée est venue, un peu de notre faute, de supprimer le projet de centre de congrès, qui aurait démultiplié les installations, mais plutôt de venir l'intégrer. Donc il y a une modification qui arrive. Il y a effectivement la demande à la compagnie de train de déplacer la gare à cet endroit-là, ce qu'ils ont dit non pour l'instant. Il y a tout d'un coup maintenant l'idée de mettre un terrain de skater, le skatepark au bout donc on sent que la ville est en train de réfléchir à comment est-ce que ça va évoluer. Ce qui en fait est assez unique, j'ai l'impression, quand on fait un projet, de se dire en fait c'est le début. Ce n'est pas la zone finale du projet qui va rester comme ça pendant 100 ans, mais plutôt se dire au fond qu'est-ce qui peut se passer autour de ça, comment ça peut évoluer, etc. Tout le parc a dû être fermé par une clôture à cause des problèmes d'usage de drogue, etc. Mais on a mis la clôture la moins chère possible. D'ailleurs, ça a un peu posé des questions, mais ça veut dire que l'enlever, ça va être très facile. Donc il y a toute cette série d'évolutions qui doivent être possibles. Je crains qu'on n'ait plus beaucoup de temps. Il reste une question ? J'avoue, moi, c'est une question plutôt sur les collages, que je trouve quand même assez impressionnant. Et du coup, je me demandais un peu, c'était quoi le processus créatif, même le logiciel utilisé, ou même les interventions que vous avez pu faire sur vos collages, qui sont quand même vachement qualitatifs sur le rendu final, ou même vos interventions sur l'image, que je trouve assez indiscernable, on dirait juste une photo. Et du coup, je me demandais même quel logiciel vous utilisez, ou même votre cheminement de pensée, comment vous arrivez à ce genre de résultat, qui est vachement intéressant, parce que je trouve que le collage, c'est quand même un médium peu utilisé, mais vachement efficace. Dans votre travail, oui. Donc, tu parles seulement sur les collages que j'ai faits ou oui, aussi tous vos collages. Comment ils sont créés, c'est ça que... C'est ça. Oui. Ouais, la recette magique, pour que ce soit aussi qualitatif. C'est une question un peu technique, hein, c'est fait par Photoshop. J'ai une grande série des collages que j'ai fait pendant les dernières 15 années, où l'architecture est la base pour donner des commentaires sur les mécanismes qui sont présents, le vocabulaire, les archétypes, les typologies, et comment tu peux changer ça, que ça devient de plus en plus existant, mais pas croiser la ligne de l'irréalité. Donc ça reste. Donc je marche sur une ligne entre la réalité et la fiction. Donc les images, parfois j'utilise des photos des ensembles qui existent dans la réalité. Je prends une photo et je travaille sur la photo en mettant des choses ou en effacer des choses. Après un certain temps, j'ai découvert SketchUp et j'ai dessiné mes propres bâtiments, un peu spectaculaires, avec des grands porte-à-faux, un peu qui cherchent les limites de possibilités. Et je colle des fragments, des photos des vrais bâtiments. Donc, je prends des photos des bâtiments qui sont à gants, des façades, des murs, et je les découpe et je colle avec Photoshop sur le croquis, sur le dessin que j'ai fait en SketchUp. Et le magie émerge quand j'ajoute les ombres. Les ombres sont très importants pour... que ça devient à la fin photoréaliste, mais ce n'est pas vraiment photoréaliste. Mais au première vue, quand tu vois le collage, tu penses que c'est un vrai bâtiment. Mais quand tu regardes en détail, il y a plein de fautes. Est-ce que je peux oser prolonger la question par rapport aux photos d'architecture ? Quand on a préparé la conférence aujourd'hui, on a parlé par exemple des photos de Seraing, avec tous ces gens qui se promènent là, alors que pour l'instant, c'est une zone urbaine qui est vraiment en grande désuétude, on va dire, et la passerelle est censée relancer des usages. Mais tout ce qui vient autour n'est pas encore là. Et donc, on était étonnés de voir tellement de gens qui se promenaient sur la passerelle, par exemple. C'est vrai, c'est une grande infrastructure pour un lieu
pas trop peuplé, si je peux dire, mais ça va changer. Parce que la gare, il y a 2-3 personnes qui descendent du train. Donc, parfois, je dois être honnête, je demande à des gens pour marcher sur les escaliers, descendre de nouveau. Mais tu avais aussi parlé, je pense, du fait que tu prenais plusieurs photos pour avoir des gens à plusieurs endroits et qu'il y a une manière de... C'est vrai. Parfois, les photos d'architecture sont des collages aussi. Mais je ne triche pas. Toutes les personnes qui sont dans les photos étaient là, mais pas sur le même moment. Ça, c'est... Voilà. Il y a un exemple qui est extrêmement clair, c'est on voit le train qui arrive et on voit en même temps tous des gens qui marchent calmement sur la passerelle au-dessus. Mais c'est évident que les gens qui vont dans le train, ils doivent se dépêcher, sinon le train s'en va. Et ceux qui sortent du train, il n'y a plus de train. Donc c'est quelque part, si on regarde bien... Non, c'est la fin de l'école. Ce sont des gens qui viennent d'une école. Mais avec le train qui est là... Le bus est de l'autre côté. Voilà, c'est vrai, hein? C'est vrai. Non. Oui, mais le train s'en va. Merci beaucoup.